On va parler de rénovation énergétique. Donc on a choisi de se focaliser sur l'essentiel, à savoir l'isolation des combles, le système de chauffage et le chauffe-eau thermodynamique. Je vais vous montrer un petit peu du coup où on en est. Ça a beaucoup avancé très vite du coup en une journée. Évidemment, il commence à démonter le chauffe-eau, vider le chauffe-eau, il vous coupe l'eau et ils font les raccords d'arrivée d'eau sur le nouveau chauffe-eau. Et je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous pourriez éventuellement vous poser. Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler de rénovation énergétique. Aujourd'hui, une partie des travaux sont déjà faits. C'est d'ailleurs ce qui me permet de vous parler dans mon salon en t-shirt au mois de février. Et non, même pas en mettant la température du chauffage à 25 degrés, non, même pas. Là, il est réglé sur 18,5. Je sais, oui, ça fait rêver. Je vais donc vous parler de tout notre parcours, notre démarche de rénovation énergétique sur cette maison. Et je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous pourriez éventuellement vous poser. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait et si vous découvrez cette chaîne, à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir et ça vous permettra à vous de ne pas louper les prochaines vidéos. Tant que vous y êtes, vous pouvez aussi liker la vidéo, mais sinon, je vous comprends, vous pouvez attendre un petit peu et évaluer la qualité avant de liker. Non mais je comprends. Et on va commencer directement dans le vif du sujet avec la question principale qui va aussi permettre de recontextualiser tout ça, c'est pourquoi ? Pourquoi faire une rénovation énergétique et pourquoi nous on a voulu faire une rénovation énergétique pour notre maison. Alors déjà on est dans une maison qui fait environ 165-170 mètres carrés, donc c'est une maison qui est quand même assez grande. C'est aussi une maison qui date donc de 1983 et qui n'a jamais été réisolée. Il y a eu probablement un changement à un moment donné, tout est passé en menuiserie PVC double vitrage, donc ça c'est déjà pas mal, mais du côté de l'isolation dans les combles, ça n'a jamais été refait. Il n'y a jamais eu soit un complément rajouté sur l'isolation qui est en laine de verre de 100 mm, soit voilà, un remplacement quelconque ou quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, ça pêche aussi. Dès notre arrivée, on est arrivé à l'automne dans cette maison, au moment où il faut rallumer à peu près les chauffages, et on s'est très vite rendu compte que le confort de chaleur à l'intérieur était assez mauvais. C'est-à-dire que même en allumant les chauffages et en les programmant sur 19 degrés, on se sentait jamais vraiment au chaud. On a adopté des techniques type empiler les couches de vêtements, de chaussettes, etc. pour voilà, ne pas avoir à allumer les chauffages non plus trop fort. Et malgré ça, donc ça c'est la troisième raison, c'est qu'on a eu des factures d'électricité très élevées au moment de l'hiver. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé l'année dernière avec une facture de environ 450 € je crois pour l'hiver dernier. Ce qui était, on trouvait, assez énorme pour une famille de 4 personnes, sachant que même si la maison est grande, on n'occupe pas toutes les pièces. Donc il y a 2 chambres, on va dire, qui sont complètement inoccupées. Le couloir qui n'est pas chauffé. Les enfants de David ne sont en plus pas là tout le temps, ce qui veut dire que leurs chambres ne sont pas aussi chauffées sans arrêt. Donc c'est vraiment juste la partie pièce à vivre et notre chambre, notre bureau qui sont principalement chauffés. C'est vrai que ça par contre, on n'a pas les chauffages éteints en journée ou on n'a pas les chauffages au minimum à ce moment-là, comme ça va être le cas pour la plupart des gens habituellement. Voilà, donc ça va être les 3 points pour répondre à la question pourquoi on a entamé cette rénovation énergétique. La maison est assez ancienne et à part les menuiseries double vitrage, l'isolation n'a jamais été améliorée. Les factures d'électricité qui sont très élevées en hiver quand les chauffages sont allumés et un confort de vie assez peu présent, puisque malgré en plus l'allumage des chauffages, on a un ressenti à l'intérieur de la maison qui est assez bas. On n'a pas de thermomètre, mais je dirais que la température dépasse rarement les 17-18 degrés malgré voilà, les chauffages allumés. La question suivante qu'on s'est posée et que vous vous posez peut-être si vous êtes dans le même cas que nous, c'est comment faire la rénovation énergétique de la maison
qu'est-ce qu'on met en place, quels travaux on fait nous-mêmes, quels travaux on fait faire et éventuellement à quelles aides on peut prétendre. On entend beaucoup parler des aides pour rénover les maisons et avoir une meilleure performance énergétique, sachant que tout ça coûte généralement beaucoup d'argent et représente un investissement important qu'il faut aussi évaluer sur le long terme, puisque pour que la rénovation énergétique soit intéressante, il faut que le retour sur investissement soit intéressant. Si vous faites une dépense de 50 000 € et que vous mettez 45 ans à amortir votre investissement entre l'argent dépensé pour rénover et l'argent économisé en termes de chauffage, etc., d'électricité, bon, faut qu'il y ait une balance par rapport à ça. Donc en ce qui nous concerne, il fallait qu'on évalue les possibilités du côté des aides auxquelles on pouvait prétendre et éventuellement des travaux qu'on pouvait prévoir de faire nous-mêmes. Clairement, moi je ne voyais pas réaliser la plupart en fait des travaux de rénovation énergétique sur la maison. Bon, il y a des choses qui sont faisables, type dans les combles, enfin rajouter de l'isolation de la ligne de verre par exemple, c'est quelque chose qui est faisable, que voilà, c'est un matériau que vous pouvez acheter de votre côté vous-même. Si c'est des rouleaux, c'est pas très compliqué, vous avez juste à dérouler ça dans vos combles. La particularité, c'est qu'il faut quand même pouvoir y accéder, on n'a pas toujours des trappes. Nous, on a accès à une partie des combles de la maison par des trappes, mais l'autre partie n'est accessible qu'en détuilant en fait au niveau du toit. Et j'ai préféré aussi passer sur un système un matériau d'isolation différent de la laine de verre, ce qui fait qu'on a besoin de retirer la laine de verre pour pouvoir poser le nouvel isolant. Et ça, c'est plus compliqué puisqu'il faut certes tout enlever mais aussi tout évacuer. Voilà pour la question comment, c'est-à-dire les aides de l'État, les travaux qu'on peut faire nous-mêmes. Je vais détailler un petit peu plus tout ça par la suite. Et si on en revient aux aides de l'État, la question qu'on s'est posée c'est comment faire, quelles sont les démarches, à qui s'adresser, où va-t-on, comment fait-on, etc. On voit pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux là-dessus. Il y a même des arnaques. Il y a eu pendant longtemps le système de l'isolation à 1 € qui, je vous le dis, n'existe plus aujourd'hui. Ça ne se fait plus. Et même quand on tape comme ça sur internet pour avoir des infos là-dessus, c'est un peu vague. On tombe sur différents sites. On sait pas trop par quel bout commencer. Je vais vous détailler nous comment ça s'est déroulé, les étapes par lesquelles on est passé. Alors moi, grâce à mes recherches, je suis tombée sur directement le site de l'ANAH, donc A-N-A-H. C'est là-dessus, il me semble, c'est sur ce site-là que en fait j'ai fait d'abord une simulation, il me semble, mais pour info, vraiment les simulations, j'ai trouvé ça très peu juste par rapport à ce qui a été réalisé. Enfin, vous le verrez par la suite, mais moi sur la simulation, je trouvais vraiment pas l'investissement intéressant, alors qu'au final c'était voilà, on a vraiment bien fait de faire des demandes à l'État. J'ai créé un profil sur le site de l'ANAH, j'ai créé un compte, j'ai fait en gros une demande d'ouverture de dossier. De là, une fois que ma demande a été faite sur le site, la demande part en fait, parce que le site de l'ANAH c'est un site national et vous êtes rattaché en fonction de votre adresse. Donc c'est une entreprise régionale qui est mandatée par l'État pour s'occuper de ces dossiers-là. Donc une fois l'inscription faite, on attend d'être recontacté par cette entreprise qui va prendre en charge votre dossier et qui va vous aider à trouver toutes les pièces qu'il faut, à savoir ce à quoi vous avez droit et vous aider dans toutes les démarches. J'ai donc reçu par la suite moi un mail de l'entreprise qui nous a suivis avec une fiche de renseignement à remplir. Donc c'est là que ça se complexifie un petit peu puisqu'il faut donner pas mal de caractéristiques sur la maison, sur votre foyer, vos revenus, mais aussi vos attentes quant à la rénovation. C'est-à-dire quel bénéfice en fait vous voulez tirer de cette rénovation. Donc voilà, il y a toute cette démarche là aussi, savoir éventuellement qu'est-ce que vous voudriez faire comme travaux, qu'est-ce que vous envisagez. Vous pourriez déjà avoir des envies ou des attentes. Il y a aussi évidemment tout un tas de pièces justificatives à apporter avec la fiche de renseignement. Et une fois cette fiche traitée, on vous donne rendez-vous donc à votre domicile avec un thermicien
toujours mandaté par cette entreprise rattachée à Nana. Et cette personne vient faire un espèce de constat chez vous de l'existant, finalement des performances énergétiques de votre maison. C'est pas un DPE, ça vaut pas comme DPE, mais c'est tout comme. Donc en fait il relève les différentes caractéristiques de votre maison pour voir à quoi ça correspond en termes de classe énergétique. Il a classé la maison en E. Et en fonction de l'état des lieux de votre maison, de la configuration aussi, de tout un tas de choses comme ça, il va discuter avec vous de vos envies, etc. Et ajouter au dossier les améliorations qui peuvent être faites. Et une fois reparti, il va travailler sur un dossier avec tous ces éléments et vous recevrez quelques semaines plus tard son compte rendu avec donc des scénarios pour votre habitation et vous donne quelque part des recommandations. Dans notre cas, ce qui nous a été recommandé, c'est prioritairement l'isolation des combles. Il nous a proposé d'ailleurs de passer en boîte de cellulose soufflée, proposer le remplacement de la VMC par des VMC hygroréglables. Donc nous on a 2 VMC, une à l'étage, une au rez-de-chaussée. La mise en place d'une pompe à chaleur RR pour remplacer le système de chauffage actuel qui est un système de chauffage électrique avec des convecteurs. Alors on est sur des convecteurs pas trop mal quand même nous ici, sur du rayonnant ou de l'inertie. On a aussi le changement du chauffe-eau pour un chauffe-eau thermodynamique, parce qu'on était sur un ballon de 300 litres pour la maison, donc en électrique pleinement, et même pas branché sur une horloge, c'est-à-dire que le ballon tournait toute la journée. Et enfin, il nous a rajouté l'option du poêle à granules ou poêle à bois, puisqu'on a directement une descente de cheminée, donc ça aurait pu aussi soit être un complément, soit en remplacement du système de chauffage dans le salon. Voilà, de mettre un poêle à granules, ça pouvait être aussi intéressant. Avec tous ces travaux préconisés et les différents scénarios qu'il vous propose, il vous évalue donc la classe énergétique finale de votre maison après travaux. Et nous, ça nous est passé la maison en A. Une fois ces recommandations faites, vient l'étape de faire des devis. Ça a été l'étape la plus longue et la plus compliquée pour nous, franchement. Je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile de trouver des entreprises, des artisans qui veulent bien travailler sur la maison, qui veulent bien tout simplement même des fois se déplacer pour faire un devis. Il faut savoir que vous êtes limité quand vous passez avec les aides de l'État, vous êtes limité aux entreprises qui sont RGE. Moi j'ai pas du coup de comparaison pour pouvoir en être certaine, mais a priori les entreprises RGE vous factureront leurs prestations plus cher qu'une entreprise qui ne l'est pas. Tout simplement parce que c'est une certification qu'ils payent. Nous étant en zone rurale, on avait aussi assez peu de choix vis-à-vis de ça et on devait très vite faire appel à des entreprises assez éloignées, donc assez peu coopératifs ou enjoués à l'idée de venir jusqu'à chez nous déjà. Donc, à savoir que par exemple pour l'isolation des combles, je suis tombée sur une entreprise qui me disait qu'elle ne faisait pas de devis, qu'elle ne se déplaçait pas pour faire des devis. Sachant que nous on a une particularité puisque la maison est à l'étage, on a une partie du plafond qui est rampant et que donc c'est pas la même démarche d'isolation que des combles classiques avec un plafond plat. Il a élaboré tout un tas de théories sur notre toit alors que c'est avéré faux puisque les artisans qui sont venus ensuite me faire des devis sont partis complètement à l'inverse de cette entreprise. Voilà, donc c'est là qu'il va falloir être un petit peu vigilant, essayer de multiplier les contacts, les appels, les relances, parce que ça voilà, c'est assez compliqué. Au final on n'a pas réussi à faire tant de devis que ça. Je voulais en faire 3-4 mois par pôle de travaux et j'ai parfois réussi à en faire que 2. J'ai aussi des entreprises qui sont venues pour faire des devis et de qui je n'ai jamais reçu les devis ou alors que j'ai dû relancer à plusieurs reprises. J'ai des entreprises qui ont mis 2-3 mois à m'envoyer des devis et des devis que je n'ai jamais reçus. Mais une fois les devis terminés, donc nous on a mis quand même environ 4 mois, je dirais 4-5 mois à faire tous les devis. Et une fois les devis réceptionnés, les envoyer et qu'ils soient traités, intégrés. Une fois que vous avez fait ça, la personne qui suit votre dossier va vous renvoyer cette fois une simulation des aides auxquelles vous avez droit. Là, ça y est, c'est là que ça démarre et que vous avez enfin un aperçu de ce à quoi vous avez droit. Ça reste une simulation. Hop, j'avais plus de batterie, ça a coupé. Donc ça reste une simulation, mais là ça vous donne un aperçu assez proche de ce que vous allez pouvoir recevoir ensuite comme aide. Alors nous de notre côté, quand on a reçu
les devis, donc sur vraiment tous les travaux qui nous étaient préconisés. On était sur un investissement d'environ 40 000 € sur une entreprise qui nous faisait la rénovation globale, qui s'occupait de tous les pôles de travaux, mais qui n'était pas forcément du coup spécialisée dans tous les éléments. Typiquement la partie isolation des combles était sous-traitée avec une entreprise qui avait un espèce de forfait comme ça et qui ne proposait que le comblement de l'existant avec de la laine de verre, et nous c'était pas ni notre préconisation ni notre souhait. Donc on a choisi de travailler avec différentes entreprises plutôt spécialisées dans différents éléments, et aussi de faire l'impasse sur certains travaux, puisque donc, une fois l'évaluation de vos aides potentielles, c'est là que vous devez choisir des devis sur lesquels vous allez vous baser. Donc forcément je vous conseille de prendre les devis les plus élevés, même si ce ne sont pas les entreprises avec lesquelles vous allez travailler, c'est les montants qui vont vous servir de base ensuite pour calculer ce à quoi vous allez prétendre. Donc évidemment c'est mieux si ce sont les devis des entreprises avec lesquelles vous allez travailler, comme ça vous êtes au plus juste, mais voilà, faites attention de ce côté là. Il faut savoir que une fois les devis validés et donc le montant des travaux futurs validés, les aides qui vous seront attribuées ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'ils vont calculer, je pense que ils calculent un pourcentage par rapport au montant des travaux, et ça donne un montant qui ne bouge pas. Si vous en avez pour 40 000 € de travaux et que, je dis n'importe quoi, le montant des aides c'est 50%, ils vont vous attribuer 20 000 €. Si vos travaux vous coûtent finalement 45 000 €, vous aurez quand même 20 000 € d'aide. Voilà, donc il faut aussi un peu prévoir, potentiellement discuter avec les entreprises qui vous font les devis, qu'elles anticipent un peu peut-être la hausse du prix des matériaux, etc. Puisque le dossier, entre le moment où vous faites les devis et le moment où vous finalisez votre dossier, où l'État va vous envoyer la validation de votre dossier, l'acceptation, etc., il peut se passer, je pense, 4 mois dans le meilleur des cas, 6, 7, 8 dans la plupart des cas. Voilà, donc en gros vous allez valider les travaux à faire et certains devis qui vont vous servir de base pour le calcul de vos aides. À ce moment-là, vous pouvez choisir de faire certains travaux et pas d'autres dans ceux qui vous ont été recommandés. Nous, ça a été notre cas. Mais sous réserve évidemment que la classe énergétique calculée au départ par le thermicien, la classe énergétique finale après travaux, il faut qu'elle reste la même. C'est-à-dire qu'il faut que les bénéfices soient suffisants pour que vous puissiez bénéficier des aides à la même hauteur que ce qui avait été évalué à la base. C'est-à-dire que nous, on partait d'une maison en E pour arriver à une maison en A. Il fallait absolument que les travaux qu'on choisissait atteignent ce niveau-là. Une fois ça fait, l'entreprise valide votre dossier, elle l'envoie. Donc là, ça part au niveau régional cette fois, puisqu'il me semble que c'est le département qui qui évalue et qui valide votre dossier, il me semble. Une fois ça fait, donc vous validez sur le site l'envoi de votre dossier et ça part, et vous avez un délai d'attente entre 2 et 4, enfin ça peut aller jusqu'à 4 mois et avant d'avoir une réponse. Nous, je crois qu'on a eu 2 mois d'attente pour avoir la réponse. Donc en général, l'entreprise qui vous suit vous envoie une notification par mail comme quoi ça y est, votre dossier a été accepté ou non, et le montant des aides auxquelles vous avez droit. Je pense pas qu'à ce stade, si vous êtes suivi par une entreprise qui s'en occupe, je vois pas pourquoi le dossier serait refusé, mais bon voilà. Et en tout cas, vous avez le montant définitif des aides qui vont vous être attribuées à ce moment-là. Et vous avez aussi une notification par courrier. Il est temps de recontacter les entreprises avec lesquelles vous voulez réellement travailler. Souvent, il va falloir refaire faire les devis puisque les devis ne sont plus valables, donc il va falloir faire une mise à jour. Nous, on s'est retrouvés avec une différence de montant des devis de 400 ou 500 € je crois, entre les devis qui avaient été faits 6 mois auparavant et le moment où on était prêt enfin à engager les travaux. Ça reste relativement raisonnable, mais c'est bon à savoir parce que ça va rester à votre charge. C'est aussi peut-être parfois le moment de faire jouer la concurrence, si les devis étaient à peu près similaires, s'il y en a un qui était plus cher que l'autre, etc., pour essayer de récupérer un maximum sur l'augmentation des devis entre les différentes entreprises que vous avez vues. Dans notre cas, on avait donc les aides et le reste à charge, on pouvait le financer avec notre apport. Mais dans certains cas, vous pouvez aussi prétendre à un prêt à taux zéro. Ce qui peut être intéressant aussi si vous n'avez pas l'argent dans vos fonds pour
pour financer le reste des travaux. Sinon, une fois que vous avez choisi l'entreprise avec qui vous voulez travailler et que le devis vous convient à tous les deux, il est temps de signer. Il vous faut au moins un des devis des travaux signés avec une certaine mention, avec le versement de la compte, etc. Contresigné aussi par l'entreprise pour pouvoir l'envoyer et de faire une demande d'avance de fonds. Ça vous permet de recevoir une partie des aides, payer les avances aux entreprises, qu'elles puissent faire les travaux et après vous recevrez le reste des aides. Il vous faut donc programmer les travaux à cette étape-là. Vous avez, je crois, un délai de 18 mois que les travaux soient entamés ou terminés. Je crois qu'il faut que ce soit terminé. Et enfin, une fois que tous les travaux sont réalisés, vous pouvez renvoyer une attestation comme quoi vous dites voilà, mes travaux sont bien terminés, je demande la fin des aides et je crois qu'il faut à ce moment-là transmettre les factures acquittées des entreprises avec qui vous avez travaillé. Et voilà, c'est terminé. Normalement, à ce moment-là, vos travaux sont effectués, tout va bien. Vous avez de nouveau chaud dans votre maison et vous avez reçu toutes les aides de l'État. Alors je vais revenir un petit peu plus en détail. Ici on va aborder la question de quels ont été nos choix en termes de rénovation, quels travaux on a choisi de réaliser. Comme je vous le disais, on a eu des recommandations assez diverses, on a eu pas mal de travaux préconisés pour la rénovation énergétique de notre maison, mais on n'a pas souhaité tout faire. Pourquoi? Parce que ça nous revenait trop cher et que malgré le fait qu'on avait droit à pas mal d'aides de l'État, il restait quand même à charge un montant assez conséquent qu'on ne voulait pas et qu'on ne pouvait pas investir là-dedans. Donc on a choisi de se focaliser sur l'essentiel, à savoir l'isolation des combles, le système de chauffage et le chauffe-eau thermodynamique. On a donc un impasse sur la VMC et sur l'insert, donc le poêle à granules, poêle à bois. Nous, dans notre cas, on avait 2 VMC à faire poser et qu'on était sur du 1400, je crois 1400-1500 euros par VMC hors taxe. Et enfin, comme on avait fait le choix de passer sur une pompe à chaleur RR avec des splits au rez-de-chaussée et du gainable à l'étage, on s'est dit que l'insert était pas vraiment prioritaire. Dans l'idéal, j'aimerais avoir un jour un poêle à granules chez moi, mais ce n'est pas prioritaire, c'est pas essentiel, donc on a fait aussi un pas là-dessus pour se concentrer sur 3 pôles de travaux différents. On arrive maintenant à la partie qui parle des réels montants qu'on a dépensés et qu'on a touchés dans les aides, à combien on a eu droit et combien ça nous a coûté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on avait tout refait, donc sur le devis global de rénovation, on en aurait eu pour 40-45 000 euros a priori. Mais dans cette configuration, il nous restait encore 16 000 euros à notre charge à la fin sur les travaux. C'est là qu'on a décidé de couper dans les améliorations et de garder l'essentiel. On est arrivé donc à une enveloppe budgétaire de presque 27 000 euros. Je crois qu'on est sur 26 900, quelque chose comme ça. Avec un reste à charge de 8 000 euros, ce qui est nettement plus abordable pour nous. Il faut savoir qu'on est dans une configuration où on a vraiment, je crois, l'un des maximums, on rentre dans la tranche, l'une des tranches maximum pour recevoir des aides vis-à-vis de nos revenus, de la constitution de notre foyer et des caractéristiques de la maison. Ce ne sera pas forcément le cas pour tous, donc forcément il vous faudra passer par l'étape de la création du dossier pour avoir le réel montant des aides auxquelles vous avez droit. Vous pouvez absolument pas vous calquer sur nous, c'est aussi différent en fonction des régions. Nous, dans ces aides, il y a une partie qui vient de l'ANA, mais il y a aussi une partie qui a été attribuée par le département. Donc ça va aussi changer en fonction de votre région. Bonjour YouTube. Je l'embête pour manger. Je remets ma petite LED pour la fin de la vidéo parce que, mine de rien, j'ai coupé le chauffage parce que pour éviter la soufflerie, je savais pas si ça s'entendrait beaucoup. Ah bah. On va faire le test, on va voir si on entend la soufflerie ou pas. Ça c'est le bruit que fait le chauffage du coup quand il est mis en route. Puisque oui, on a déjà réalisé une partie des travaux. On va y revenir juste après. Donc voilà, nous ça nous fait vraiment un investissement de 8 000 euros pour tous ces travaux. C'est franchement très peu, hein. Et on va avoir un retour sur investissement du coup assez rapide et surtout un confort qui est incomparable avec ce qu'on pouvait avoir avant. Alors pour résumer, est-ce que les aides de l'État ça aide vraiment? Bien pour nous, oui, ce sera pas le cas pour tout le monde, mais comme je vous l'ai dit, en fonction des caractéristiques de votre foyer, de vos revenus, de votre logement, etc., ça peut être quand même très intéressant de faire la démarche et ne serait-ce que de voir à quoi vous avez droit. Certes, ça vous fait engager du temps
pour évaluer tout ça, mais franchement pour nous ça a valu vachement le coup, donc pourquoi pas vous aussi. Il faut aussi prendre en considération que les aides changent tous les ans. Question suivante, est-ce qu'on a des regrets dans cette rénovation énergétique? Alors personnellement mon principal regret ça a été qu'on nous a pas du tout parlé, qu'on n'a pas évoqué avec nous la possibilité de poser des panneaux solaires. On a une très grande partie de nos toitures qui est exposée sud, ce qui est je pense plutôt idéal pour l'installation de panneaux solaires, et c'est aussi regrettable je trouve de pas proposer cette solution là. On a une augmentation du prix de l'énergie qui est monumentale, donc voilà, mettre en place des systèmes d'autoproduction de son électricité, je trouvais ça plutôt cohérent, mais voilà, ça n'a pas du tout été abordé par le thermicien qui est venu. C'est que nous on n'y a pas forcément pensé non plus, et on n'a rien trouvé, enfin moi j'ai rien trouvé dans mes recherches qui dit que la mise en place de panneaux solaires peut être pris en considération dans une rénovation globale et faire prétendre à des aides. Moi c'est un des regrets, c'est que ça n'a pas été abordé et que du coup je me demande même si ça aurait pu rentrer dans notre dossier et si voilà, bon, je sais pas vraiment, mais j'aurais quand même voulu avoir l'option. Autre élément, c'est de ne pas avoir consulté plus tôt des personnes qui s'y connaissent dans tous les domaines de travaux qu'on avait à faire et qui pouvaient m'indiquer si les devis étaient très élevés ou non, de tout simplement pas avoir fait plus de recherches sur le prix des matériaux qu'on me proposait à l'installation, etc. Typiquement, moi j'ai quand même une grande partie de ma famille qui travaille dans le bâtiment. Ils sont géographiquement assez éloignés, donc c'était pas forcément envisageable de faire les travaux par eux. En plus, c'est pas des entreprises qui sont RGE. Néanmoins, ne serait-ce que pour comparer en termes de prestations et de montant de devis, c'est toujours intéressant d'avoir cette comparaison-là. Et moi, clairement, on m'a bien indiqué que les devis qui avaient été réalisés pour les travaux chez nous étaient vraiment très élevés par rapport au prix habituel constaté. C'est lié à ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'une entreprise RGE a en général des tarifs plus élevés qu'une entreprise qui n'a pas cette certification-là, puisque c'est un investissement aussi pour eux. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a des entreprises qui se font un peu plaisir aussi parce que dans le cadre d'un dossier de l'ANA, ils se disent qu'ils peuvent augmenter les devis, puisque au final, le client ne va pas payer le montant du devis, mais seulement une partie. Donc, c'est finalement l'État qui fait un peu les frais des montants des devis. Et c'est vrai que plus votre devis est élevé et plus vous avez un reste à charge. Donc, je trouve pas ça forcément très juste. Pareil, quand vous voyez le montant des matériaux, par exemple, typiquement, je vais prendre l'exemple du chauffe-eau thermodynamique. Je vais être transparente sur le montant que ça a coûté, le chauffe-eau en lui-même, et donc potentiellement tous les accessoires à côté pour la pose du chauffe-eau, était noté à 4 500 € hors taxe. Et on avait un montant pour la pose qui était autour de 500-600 €, il me semble. J'avais la référence du chauffe-eau notée sur le devis. Je suis allée sur le site du constructeur, donc nous c'est un chauffe-eau Thermor, et il vous indique sur le site le prix public conseillé. Le prix public aussi, c'est le prix que vous allez payer le chauffe-eau si vous l'achetez par vous-même et que potentiellement vous le faites poser en externe ou que vous le posez vous-même si vous avez les compétences pour le faire. Le prix sur le site, c'était, si je vous retrouve les montants, je vous le mettrai à l'écran pour que vous voyez la différence. C'est-à-dire que le chauffe-eau nous était facturé deux fois et demi plus cher que ce qui coûte. Je veux bien que c'est normal que les entreprises fassent une marge sur les produits, mais de là à facturer 2 fois plus cher, voilà, je trouve ça un petit peu abusé, donc prenez garde par rapport à ça. C'est aussi ce genre d'arguments qui vous permettent de négocier vos devis ou de faire jouer la concurrence. Et enfin, on va terminer avec une dernière question qui est: comment se déroulent les travaux? Ici, je ne pourrai aborder que la partie travaux déjà réalisés, ce qui va concerner l'installation de la pompe à chaleur et du système de chauffage et du chauffe-eau thermodynamique. Donc c'est nous, une seule et même entreprise qui s'en est occupée. J'avais pensé éventuellement les suivre pendant l'installation et filmer. Il s'est avéré que dès le premier jour, ils sont arrivés à 4. pour installer la pompe à chaleur, les splits et commencer à installer le gainable dans les combles. Honnêtement, même s'ils étaient très sympathiques et accessibles, j'avais plutôt l'impression de les embêter et de les freiner si je restais trop derrière eux et si je filmais, si je posais trop de questions, etc. Donc tout simplement, le premier jour, ils sont arrivés
ils ont commencé à définir les emplacements des splits pour le rez-de-chaussée, à installer les accroches et à commencer à percer les murs pour faire passer les liaisons frigorifiques et toute l'électricité. On a défini aussi ensemble l'emplacement de la pompe à chaleur, donc l'unité extérieure. Et pour la partie comble, donc pour la partie gainable, là j'ai pas trop vu comment ça s'est passé puisque tout s'est passé sur le toit et que je suis pas montée avec eux. Le premier jour ça a avancé très vite. Bien, premier jour de travaux avec la pose de la pompe à chaleur. Il est un petit peu plus de 14h30, les ouvriers viennent de quitter le chantier. Je vais vous montrer un petit peu du coup où on en est, ça a beaucoup avancé très vite du coup en une journée. Et je vais vous dire vite fait ce qu'il reste à faire, en tout cas de ce que j'ai compris. Ils ont déjà pu poser le compresseur ici, posé sur équerre, et toutes les liaisons ont été tirées et raccordées, enfin et ramenées jusqu'ici. Donc il restera les raccordements à faire. On va avoir sur la partie basse de la maison des splits, les clims réversibles. On a l'arrivée du split du bureau qui est ici. De cette goulotte là arrivent donc les raccords du split du salon, salle à manger et le gainable qui ira ensuite pour l'étage. Et en bas on a les goulottes qui raccordent les chambres ici et là. Les goulottes ont été positionnées sur le bas et elles remontent ici au niveau de là où il y aura les splits à l'intérieur des chambres. Et donc en gros ont été tirés tous ces câbles là, donc l'électricité ici et ici le cuivre, si j'ai bien tout compris. En fait ils ont profité de mettre les goulottes comme ça le long du mur jusqu'en bas pour pouvoir tirer aussi l'évacuation des condensats. Sur certaines maisons, l'évacuation se fait directement à l'arrière par une petite goulotte comme ça qui sort du mur. Là on a profité d'avoir la goulotte là pour mettre le condensat tout en bas. Je trouve que la présence des goulottes ne choque pas tant que ça. Bon en plus on est vraiment sur une partie de la maison qui est très peu visible. Donc quoi qu'il arrive c'était pas hyper gênant du côté esthétique. Et au niveau des raccords tout est branché après à l'arrière par ici. Voilà, donc nous on a la marque Daikin. Voilà, en tout cas pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Bon il y a juste une petite une mini boulette en fait, cette goulotte n'avait pas de raison d'être à la base. Tout aurait dû passer ici. Mais bon c'est vraiment pas très important. Pour l'étage je vous ai pas montré, je vais vous montrer du coup ce sera pas des splits, hein, ce sera pas donc il y aura pas une clim à proprement parler à l'intérieur de la pièce. Il y aura des sorties, des espèces de sorties d'aération. C'est par là que va souffler l'air donc chaud principalement et froid si besoin. Donc je vais vous montrer tout ça, du coup tout passe dans les combles en fait dès que possible. Tant qu'à faire c'est mieux. Pour vous montrer un peu ce que ça donne ici. La goulotte à l'extérieur longe comme ça jusqu'ici où on a les liaisons qui arrivent par là. Là le futur emplacement des splits qui sont donc ceux-ci, on le cache là, et à l'étage. Donc dans les chambres on a ces bouches là qui sont raccordées, la deuxième bouche là-bas près de la fenêtre et la dernière bouche ici. Voilà. Il y a les petits emplacements pour les futurs thermostats ici. Alors, il y aura une commande par pièce, mais le thermostat général sera dans cette pièce là. Et donc une fois qu'on ressort des chambres, dans la cage d'escalier on a ces deux trappes là, puisque quand ça souffle d'un côté, il faut que ça aspire de l'autre. Donc ça aspire par là et ça souffle par là-bas. Voilà, donc le seul truc à checker par rapport à ça, c'est que les portes soient ouvertes, soit qu'il y ait assez d'espace sous la porte. Donc je crois que c'est 1,5 cm, 2 cm pour que l'air puisse bien circuler. Sinon ça fonctionne mal tout simplement. Là il va falloir qu'il raccorde tout ça à la pompe à chaleur. Il y a aussi du coup l'électricité à tirer depuis le tableau jusqu'à la pompe à chaleur. Et enfin, il y aura l'installation du ballon thermodynamique. Voilà les étapes restantes du chantier. Il restait donc le branchement des liaisons frigorifiques sur la pompe à chaleur et sur les splits, installer les machines et les refermer. Donc en gros, ça en un jour supplémentaire,
c'était terminé. Et enfin il restait le chauffe-eau thermodynamique qui lui serait posé en une demi-journée. Voilà, donc le deuxième jour, tout a été terminé, tous les raccords ont été faits. Ils ont rajouté le petit, vous savez, le petit disjoncteur associé à la pompe à chaleur. Tout a été mis en place, il y avait juste après l'activation le lendemain à faire, une fois que toutes les finitions allaient être mises en place. Et donc le dernier jour, évidemment ils commencent à démonter le chauffe-eau, vider le chauffe-eau, ils vous coupent l'eau et ils font les raccords d'arrivée d'eau sur le nouveau chauffe-eau. On a bénéficié d'un chauffe-eau tout intégré, donc sans unité extérieure, donc tout est dans la même pièce, mais on a un petit atelier, donc tout est dans l'atelier. Bien, bonjour. Les travaux sont terminés, il restera l'isolation des combles à faire maintenant. Donc je voulais vous faire un petit tour pour vous montrer, vu que je vous ai montré un petit peu l'avancement. Donc, partie chauffe-eau thermodynamique. Je vous ai montré tout à l'heure le chauffe-eau, d'ailleurs ils l'ont... Ah, ils l'ont mis là. J'aurais dit vous me laissez le ballon d'eau chaude, et du coup ils me l'ont laissé dehors. J'aurais peut-être dû leur dire de me le mettre dans le garage. Ils ont donc supprimé le ballon qui était à la base ici, posé sur ce socle en béton, dont je n'ai d'autre idée de l'utilité que d'avoir servi de support, je ne sais pas trop. Les raccords se sont faits ici, ça c'est la petite valve de, je sais pas quoi, de décompression, je sais pas quoi, enfin il m'a dit qu'une fois par mois il fallait appuyer là pour vidanger un petit peu. En fait, soit on le fait une fois par mois, soit on le fait jamais, si j'ai bien compris, parce qu'après sinon il y a du calcaire et ça risque de faire des trucs pas cool. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et donc on a les flexibles qui sont ici sur le côté. Étant donné que le chauffe-eau thermodynamique est bien plus haut, on n'a pas pu le mettre au même endroit, donc on l'a posé à côté. C'est donc un thermor de 250 litres qui est tout intégré, donc il n'y a pas d'unité extérieure. Il y a seulement ces deux bouches ici, enfin ces deux extractions qui donnent sur le toit. A priori, on aurait pu s'éviter le fait d'avoir des extracteurs vers l'extérieur, l'aspiration de l'air et le rejet de l'air. Il y a a priori assez de surface là où le chauffe-eau a été mis pour qu'il n'y ait pas eu besoin de ça. Bon, ils l'ont mis en place, moi j'ai pas de connaissances vis-à-vis de ça, donc je ne suis pas intervenue sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que j'aurais trouvé ça plutôt logique de conserver en fait l'aspiration et l'extraction de l'air dans cette pièce là, puisque je me dis qu'il fait plus chaud à cet endroit là et que donc pour chauffer l'eau c'est plus logique de prendre l'air qui est plus chaud que celui de dehors qui est plus frais. S'il y en a qui ont des connaissances là-dessus parmi vous, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est aussi un chauffe-eau avec Bluetooth il me semble, donc on peut contrôler à distance via une application. On a pu cette fois aussi mettre en place les heures creuses sur le chauffe-eau thermodynamique et du coup c'est un système, enfin c'est une technologie qui permet à la fois de travailler le chauffage de l'eau sur les heures creuses mais aussi en fonction de vos habitudes. À l'intérieur de la maison, je vous présente notre nouveau système de chauffage. Et dans les chambres, ça ressemble à ça. Chaque unité a sa télécommande sur laquelle on peut régler la température, l'intensité, etc., etc. Donc en gros, on a la même chose dans le bureau et dans la chambre d'amis qui est là. Vous en avez vu un, vous les avez tous vus. Et à l'étage, je vous ai déjà montré, ça va pas changer grand chose. Dans chaque chambre, il y a un petit boîtier et une pièce qui, on va dire, est la pièce maîtresse en termes de température. Et après, on peut faire des ajustements pièce par pièce. Puis on va retourner voir la pompe à chaleur à l'extérieur maintenant qu'elle est en route. Putain, je savais pas ce que tu faisais, je savais pas que j'allais venir, mais... Pardon. Tu filmes là? J'ai eu peur plus pour ma caméra qu'autre chose en vrai, mais... Oui, je filme, oui. Pardon. Pour l'installation extérieure, alors pareil,
Pas de grands changements, mais les finitions sont faites. Les raccords ont été faits, donc ça c'est des raccords cuivre qui sont, si j'ai bien compris, les liaisons frigorifiques. Et après il y a les raccords électriques qui sont là. Et donc là elle est en route, hein, la pompe à chaleur. Bon, il y a un voisin qui est en train de tronçonner, donc je pense qu'on entend au final plus le voisin que la pompe à chaleur. Ça fait vraiment très peu de bruit. On est agréablement surpris là-dessus. Mais ne serait-ce qu'en termes de confort, de chaleur, en fait on l'a senti de suite dès qu'on a ouvert, enfin dès qu'on a mis en route les splits, on a senti de suite quand ça commence à souffler que la chaleur se répandait directement et c'est fort agréable. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super. Est-ce que toi aussi tu as plus chaud? Est-ce que tu sens que la température est plus agréable, que la chaleur est plus agréable? Je suis entièrement nu. C'est vrai, je confirme. Non, c'est fou. Mais oui, je sens la différence, c'est plus enveloppant. En fait, on sent vraiment la chaleur partout dans la pièce, quoi. Je pense que c'est ça aussi, le fait que l'air soit soufflé, ça projette l'air dans la pièce, voilà, forcément mécaniquement, et du coup on sent quoi, c'est plus agréable. Et c'est hyper rapide, ouais. On a senti instantanément quand on les a allumés, et là ça fait genre 1 heure que ça tourne et c'est nickel quoi. Hâte de voir un peu comment ça va se passer sur la facture de chauffage, et même pour le ballon d'eau chaude, hein, du coup on va voir aussi, je pense rapidement, la diff de tout ça. Voilà, on est content que les travaux soient terminés aussi, parce que c'était un peu particulier d'être dans la maison et d'essayer de travailler en même temps, tout en étant disponible, tout en gênant pas quand ils étaient dans la pièce, enfin voilà. Mais les gars ont été très cool. Mais c'était, voilà, l'équipe était vraiment très bien, genre il y a eu peut-être une mini boulette qui est sans répercussion aucune. S'il y a eu, genre ils ont, voilà, bon, il y a eu un moment de raccorder au tableau électrique, ça a fait sauter le disjoncteur, donc ça a éteint les PC de manière un petit peu inopinée, mais ça n'a pas eu de conséquences. Ça s'est super bien passé, ils ont travaillé de manière assez propre aussi, même si on va pas se mentir, il faudrait quand même passer un gros coup d'aspirateur et de serpillière. Du coup ça s'est fait en 3 jours pleins contre 5 jours au départ, puisque je pense qu'au départ il y avait juste une équipe de 2 personnes qui était prévue. La chaleur se répartit super bien. C'est hyper agréable, on met franchement dans la pièce à vivre, le chauffage est à 18,5, 19 et ça suffit largement pour qu'on se sente bien. C'est l'hiver aussi quand même, hein, il faut le prendre en considération. C'est pas gênant de vivre avec des gros pulls etc. chez nous, mais au moins on n'a plus cette sensation de froid. Et enfin dans la chambre, le premier soir j'avais réglé le chauffage à 18 degrés dans la chambre, je me suis réveillée pendant la nuit, j'avais chaud. Depuis, le chauffage est réglé sur 17 degrés et tout se passe très bien. En tout cas, on est ravis déjà pour le moment des travaux qui ont été réalisés. On a hâte d'avoir l'isolation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur tout ce que je vous ai raconté, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire. Je vous lis toujours, je vous réponds toujours et ça me fait extrêmement plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires. Évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Tous ceux au début de la vidéo qui n'ont pas voulu cliquer sur le bouton s'abonner. Pour la prochaine vidéo, on se remet dans les rénovations en ce qui concerne la salle de bain. Et je vous le dis d'ores et déjà, après la salle de bain, ou potentiellement un petit peu en parallèle, je vais travailler sur une autre rénovation mais qui va être là plutôt une redécoration. Je vais travailler sur la chambre d'amis. J'ai envie de faire un espace plus intéressant, de décorer un petit peu et d'utiliser potentiellement 1 ou 2 DIY pour améliorer les éléments que je possède déjà. En tout cas, j'ai déjà plein d'idées sur ce que je vais pouvoir faire dans cette pièce. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. T'as un mot de la fin? Un mot de la fin? Ouais. Oula. Chaleur, c'est ça ton mot de la fin? Non, c'est nul, mais j'ai rien d'autre. Non, j'avais Knacky, mais ça ne va pas avec la vidéo. C'est parce que j'avais mangé Knacky, mais... Bah écoute, le mot de la fin ce sera Knacky, donc voilà. Dans les commentaires si vous êtes arrivé jusque là. À la prochaine pour la suite.